Est-ce que les objectifs de ce groupe de pays, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et puis l'Afrique du Sud qui vient après, est-ce que les objectifs sont toujours les mêmes? Qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui les sépare? Les premiers échanges entre les BRICS et les premières déclarations communes après les forums des BRICS, et notamment les sommets des BRICS à partir de 2009, ont montré qu'il y avait une certaine convergence de vues sur des protestations en réalité, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait faire porter la voix d'une insatisfaction des pays membres vis-à-vis de certaines caractéristiques de l'ordre mondial. La première d'entre elles, c'était le rôle excessif du dollar dans les échanges internationaux, ce qui, de longue date, a été reconnu comme une sorte de privilège par d'autres pays que par les États-Unis. Et cette idée que ces privilèges ne seraient pas justifiés, puisqu'il s'agit de donner la prééminence à une monnaie par rapport à d'autres, a été reprise par les BRICS. Ça, c'est un élément, un ciment fondateur et qui continue d'exister aujourd'hui, qui continue d'être repris de manière peut-être un peu différente aujourd'hui dans le contexte particulier des sanctions, mais en tout cas de manière complète et assumée par l'ensemble des pays des BRICS. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, également au démarrage des BRICS et qui continue d'être porté aujourd'hui, c'est le fait que dans les institutions financières internationales, en particulier le Fonds monétaire international, mais pas uniquement, la Banque mondiale aussi est concernée. La voix des BRICS ne porte pas à la hauteur de ce qu'elle devrait porter, tout simplement parce que les modes de calcul de l'importance relative dans les votes des différents pays ne donnent pas une part suffisante aux yeux des dirigeants des BRICS à leur pays. Ceci en particulier parce que ce mode de calcul dépend du calcul des produits intérieurs bruts et que ces produits intérieurs bruts ont pour la plupart de ces pays augmenté plus fortement et plus rapidement que les autres pays importants dans l'économie mondiale. Et que donc il y a un retard en fait objectif dans le poids de ces économies, dans les droits de vote notamment du Fonds monétaire international. Voilà, ça c'est les deux éléments vraiment fondamentaux. L'idée que l'ordre économique et monétaire international est déséquilibré en défaveur des pays des BRICS. Et ça, c'est un sujet qui reste un sujet de préoccupation, qui reste très souvent porté par les déclarations finales des sommets des BRICS. Cependant, il y a aussi beaucoup de points qui les séparent au regard de la structure et de la place de chacun des membres du BRICS. Oui, c'est peut-être de plus en plus vrai avec le temps. J'ai parlé tout à l'heure de la question de poids économique relatif de ces différents membres des BRICS. Et évidemment, il y a deux pays qui se détachent très très largement des autres en termes de poids économique et surtout en termes de croissance économique. C'est la Chine, mais c'est aussi l'Inde. On se souvient plutôt de la Chine lorsqu'on parle de puissance économique émergente et on sous-estime la croissance économique de l'Inde dans les 10 dernières années. En fait, elle est extrêmement vive, elle est même plus vive dans les quelques 4-5 dernières années que n'a été celle de la Chine. Et donc ces deux économies sont vraiment des économies dont la croissance a changé complètement le poids relatif à l'intérieur du monde économique, alors que les trois autres pays, que sont le Brésil, la Russie et l'Afrique du Sud, n'ont pas connu cette croissance échevelée, pas après 2009, pas après la crise des subprimes. Donc ça, c'est déjà une première différence importante. Ensuite, évidemment, vous avez des différences qui sont liées aux relations bilatérales. Vous avez des différends très connus, notamment territoriaux, entre l'Inde et la Chine. Vous avez aussi des différences d'intérêt économique entre des économies qui ont besoin de matières premières et d'autres qui ont besoin de vendre leurs matières premières. Les structures économiques sont différentes, les niveaux de vie sont différents. Donc on voit qu'il y a des intérêts qui sont tout à fait distincts et qui peuvent aboutir à une absence de consensus, par exemple, sur un certain nombre de sujets. Or, les BRICS doivent progresser par consensus. Alors, cependant, les revendications d'un nouvel ordre international, donc depuis 2009, vous avez dit, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans cette revendication? Alors, depuis 2015-2016, le Fonds monétaire international a procédé à une réforme qui a permis d'augmenter les quotes-parts, c'est-à-dire la part de cotisation des pays des BRICS et d'autres pays au sein du Fonds monétaire international. Et cette augmentation s'est accompagnée d'une augmentation des droits de vote. Donc on a une meilleure représentation qu'auparavant des pays émergents et en particulier des BRICS. Mais ça n'est pas suffisant aux yeux des dirigeants.
Et il est vrai que si l'on compare les droits de vote au poids économique de ces pays, on voit que ça n'est pas encore en proportion. Donc ils peuvent continuer avec des arguments objectifs de considérer qu'ils sont sous-représentés. Le deuxième élément dont j'ai parlé sur la question de nouvel ordre mondial, c'est la question de l'hégémonie du dollar. Et derrière l'hégémonie du dollar, on a la contestation d'une hégémonie économique américaine. Et là, on n'a pas d'évolution du point de vue institutionnel, mais il y a la volonté très concrète de la part de certains pays des BRICS, en particulier la Russie et la Chine, de développer le paiement de commerce international en autre monnaie, qu'en monnaie américaine. En particulier, il y a des accords d'échange bilatéraux qu'on appelle du swap de devises entre la Chine et la Russie. Le dollar a considérablement réduit sa place dans les échanges entre la Russie et la Chine. Et la raison de cette accélération du retrait du dollar dans les échanges entre la Russie et la Chine, elle est tout à fait liée aux sanctions. Donc voilà, les deux éléments se sont prolongés aujourd'hui sur la question de la contestation de l'ordre mondial. C'est ces deux éléments-là. On voit qu'ils se transforment avec le temps, mais qui restent tout à fait importants. L'été dernier, lors du dernier sommet du BRICS en Afrique du Sud, les pays membres ont décidé d'ouvrir ce club à d'autres pays, à 6 pays. Que signifie cet élargissement? Est-ce que ce serait une nouvelle donne pour l'ordre international tel que l'on connaît aujourd'hui? Il est très difficile de lire de manière complète les raisons de l'élargissement à ces pays-là, ces 6 pays-là, et pas à d'autres, dans les décisions qui ont été prises récemment. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais pourquoi ces pays et pas d'autres? Pourquoi pas, par exemple, le Vietnam? Pourquoi pas, par exemple, l'Indonésie? Pourquoi pas, par exemple, le Kazakhstan? Enfin, il y a toute une série d'autres pays dont on aurait pu penser qu'ils auraient pu être concernés par cet élargissement et qui ne le sont pas. Donc ça, c'est une première chose. Il était question de critères d'adhésion. Ces critères n'ont pas été divulgués. Les dirigeants n'ont pas jugé bon de donner les raisons de leur choix. Derrière cette interrogation, je pense qu'il y a évidemment les divergences de vues entre les pays des BRICS qui ont eu du mal à s'accorder sur une liste. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que ça change? Alors, bon, si on regarde de manière objective l'accroissement de puissance économique que cet élargissement produit, on s'aperçoit que c'est quand même relativement marginal. C'est-à-dire que en augmentant de 6 pays, en faisant plus que doubler la taille du groupe, on a accru que d'un peu plus de 10% le produit intérieur brut de l'ensemble. Ceci montre que finalement, la question économique n'est peut-être pas la question la plus importante dans cet élargissement. Alors bien sûr, il y a une deuxième dimension qui est une dimension énergétique. Parce qu'on a des puissances énergétiques qui sont intégrées, comme l'Iran, comme les Émirats arabes unis, des pays des poids lourds du point de vue de puissance énergétique. Ça, c'est un point d'attention intéressant de montrer que la question des matières premières a été considérée avec beaucoup d'intérêt par les membres quand ils ont discuté de leur élargissement. Maintenant, je pense, c'est une interprétation personnelle, que ce que ça traduit véritablement, c'est le poids de la Chine dans la décision. Et donc, la Chine souhaitait absolument que cet ensemble des BRICS continue d'avoir un pouvoir d'attraction. Et pour cela, il fallait montrer qu'elle était prête à s'agréger de nouveaux membres, après le dernier élargissement qui, quand même, datait de 2010, qui était quand même assez ancien. Et elle a, de mon point de vue, choisi des pays pour lesquels elle pouvait penser qu'il pouvait y avoir un intérêt géopolitique, d'où cet attelage un peu hétérogène. Vous pensez à l'Argentine peut-être? L'Argentine, mais on peut penser aussi à l'Égypte ou à l'Éthiopie, qui sont quand même pas des grandes puissances économiques. Alors évidemment, l'Argentine aussi pose question, puisque c'est un pays qui va économiquement assez mal et qui a connu un changement politique qui risque de remettre en cause son intégration à ces BRICS. Et donc ça veut dire que s'il y a une telle hétérogénéité économique, eh bien, c'est sans doute que ce n'est pas l'économie qui a été le principal critère. Justement, nous avons parlé de l'Argentine. Que vaut encore le BRICS élargi lorsque l'Argentine, a priori, prévient qu'elle ne se joindra pas au groupe de ces pays émergents? Le nouveau président argentin est assez hostile au régime communiste. Oui, alors cela montre aussi que peut-être dans l'esprit des dirigeants chinois,
la question de l'alternance politique dans les pays n'est pas forcément toujours bien intégrée, puisque c'est quelque chose qui n'existe pas en Chine. Maintenant, je ne pense pas que l'élargissement soit complètement remis en cause par le fait que l'Argentine n'y parvienne pas. Il y aura évidemment une moindre influence, en tout cas la dimension latino-américaine ne sera beaucoup moins présente sans l'Argentine, mais ça n'empêchera pas que ce groupe des BRICS souhaitera parler au nom des pays du Sud de manière générale, puisque c'est quand même aussi cette idée de parler au nom des pays émergents et des pays en développement ou des pays pré-émergents.